Bonjour tout le monde. Bon, on va commencer par éteindre la musique. Bonjour, bonjour, bonsoir. C'est déjà la fin d'après-midi. Bienvenue à vous. Donc, dans la formation organisée par le Conseil régional de l'Ordre des architectes de Tanger et le Bureau d'études sécurité, incendie et environnement, BSI, que l'on remercie pour leur disponibilité. C'est déjà le troisième module de formation. On est le troisième jour, donc on va voir avec M. Adil Fawzi. Il nous a éclairé les fois précédentes, les modules 1 et les modules 2, sur le règlement habitation et sur les établissements recevant des travailleurs et recevant du public. Et c'était vraiment très intéressant justement la dernière fois avec les dégagements, avec tout ça. Voilà, si Fawzi Adil est en place. Je vous souhaite une bonne formation à tous, chers consoeurs et chers confrères. Et vous pourrez retrouver donc les vidéos de ces formations sur le blog du Conseil régional de l'Ordre des architectes de Tanger. Il suffit de le rechercher sur Google. Et donc, sans plus attendre, il est déjà 17h15. Donc, merci encore, si Fawzi Adil, pour votre patience. Et donc, je vous donne la main pour partager voilà, votre présentation et commencer la formation. Yalla, bismillah. Bonjour tout le monde. Bonjour. Karim, merci. Je n'ai pas encore la main. Alors. C'est bon, super. Voilà, on voit la présentation. C'est bon. Eh bien, nickel. Donc, ce qu'on a vu la dernière fois, on a vu le premier module, le deuxième module, le premier module, c'était l'habitation. On a parlé de l'habitation, les 4 familles, et on a parlé à un certain hauteur. De hauteur, on a dit que les 4e familles, ça va de 28 jusqu'à 50. Chaque fois quand on parle de la sécurité incendie, on parle du plancher, dernier plancher accessible, que ce soit aux habitants, que ce soit pour les publics. Donc, pour les habitations, ça s'arrête à 50. À partir de 50, on passe dans une autre catégorie de réglementation, ce qu'on appelle les IGH, les grandes hauteurs, ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pour les ERP, il y a une certaine hauteur à ne pas dépasser. Donc, pour les ERP, pareil, à partir de 28, donc on arrive à 28 mètres par rapport au plancher, le dernier plancher accessible au public. Là, on bascule systématiquement dans les immeubles de grande hauteur. Donc, les immeubles de grande hauteur, ils ont une particularité. Donc, on renforce la sécurité. Le législateur, il est parti dans un esprit, c'est que l'habitation, dès que ça dépasse les 50 mètres, on fait un renforcement de la sécurité au sein de ce bâtiment. Et on appelle ça une réglementation IGH. Pareil pour les GRP. Les GRP, dès qu'on dépasse les 28 mètres, toujours le plancher, le dernier plancher accessible au public, on renforce la sécurité dans les ERP et on passe dans une réglementation qui s'appelle l'IGH. L'IGH, c'est qu'un renforcement de la sécurité dans un immeuble d'habitation dépassant les 50 mètres et c'est qu'un renforcement de la sécurité dans un ERP, établissement du public, dépassant les 28 mètres, tout simplement. Donc, on renforce. Mais tout ce qui se passe à l'intérieur, il est régi par une réglementation habitation, il est régi par une réglementation ERP, établissement du public. C'est qu'un renforcement de la sécurité, de la structure, parce qu'on va voir la particularité de l'IGH. Donc, c'est les deux points essentiels à savoir. Dès qu'on dépasse 50 mètres, on est pénalisé, on passe en IGH. Par contre, ce que j'avais dit la dernière fois en termes de l'habitation, il y a une atténuation à ne pas oublier. L'atténuation dans l'IGH, dans l'habitation, c'est que dans l'habitation, on peut créer un compartiment, un duplex, ce qu'on appelle un duplex. Dans le duplex, on prend toujours le plancher, le dernier plancher du duplex, pas le plancher haut du duplex. On prend le premier plancher du duplex, c'est à partir du premier plancher du duplex, et là, on prend la hauteur du bâtiment. Par contre, dans les ERP, et ça, on le voit souvent sur quelques plans, dans les ERP, on n'a pas cette atténuation. Si vous mettez un duplex, par exemple, dans un ERP, et vous dépassez sur le second plancher
vous dépassez les 28 mètres, vous êtes pénalisé, vous passez systématiquement dans un IGH. Ça, il faut faire vachement gaffe par rapport à ça. L'atténuation, on peut jouer sur l'habitation en mettant un duplex, mais sur l'ERP, on ne peut pas le faire en mettant un duplex sans être pénalisé par rapport à la hauteur le plus haut. Donc, c'est juste les deux points du départ à s'appuyer, à comprendre, et voilà. Donc, c'est bon. Donc, toujours, on a la même. On est toujours sur la même réglementation. Donc, ce qu'on a vu, toujours, on partira sur cette réglementation jusqu'à l'ERT, jusqu'à l'établissement sur le travailleur. Et après, on va changer de réglementation dès qu'on passera à le dernier module sur les ICPE, ce qu'on appelle les installations classées pour l'environnement. L'IGH, ben c'est ça ce que je disais, c'est la définition. La définition, c'est la hauteur, tout simplement. On est lié à une certaine hauteur. Habitation, on passe à 50, on est IGH, on bascule le renforcement, donc on renforce la sécurité dans notre bâtiment, et dans un ERP, donc la hauteur c'est 28, donc dès qu'on passe les 28, on renforce la sécurité dans notre bâtiment. Les classements, ça c'est les types autorisés à être dans un IGH. Donc on a des types, on ne peut pas avoir toute activité dans comme un IGH. On a certaines activités qui peuvent passer dans cette réglementation IGH, comme l'habitation. L'habitation, un bâtiment d'habitation, il dépasse 50 mètres, il est pénalisé, il est IGH. Les hôtels, pareil, parce que ça rentre dans le cadre des ERP. Les établissements sont du public. Ça dépasse les 28 mètres, ça passe en IGH. Et l'enseignement, le type R, l'enseignement, ça peut être faculté, ça peut être école, ça peut être multiples activités, multiples collèges, lycées, ainsi de suite. Ça peut être un centre de documentation, archives, bibliothèque, tout ça. Ça peut être un sanitaire, hôpital. On a des cliniques et des hôpitaux IGH. On peut avoir des bureaux. On a souvent des bureaux IGH quand ça dépasse les 28 mètres. Et on a ce qu'on appelle les mixtes. Ça aussi, c'est une particularité. Le mixte, ça aussi, c'est parmi les points. Comme le plan d'aménagement sur Tanger. Le plan d'aménagement sur Tanger, ça part sur les 15 étages et plus 2 étages ERP sur le front de mer, et à peu près dans la plupart le plan d'aménagement sur Tanger. On a les 2 niveaux bureaux et après le reste, les 13 étages restants, ça reste habitation. Là, on est pénalisé systématiquement. Pourquoi? Parce que dans l'IGH, ce qu'on appelle le mix, dès que vos bureaux, le deuxième plancher, c'est-à-dire le deuxième étage, donc le plus haut, le plancher le plus haut du deuxième étage accessible au public, si vous êtes plus de 8 mètres, et si vos bureaux dépassent une catégorie, ce qu'on avait vu la dernière fois dans les ERP d'établissement sur le du public, vous dépassez, ça veut dire que vous dépassez les 200 personnes dans vos 2 niveaux, vous êtes pénalisé, vous passez systématiquement IGH. Vous passez IGH dans tout l'ensemble de votre immeuble. C'est pour ça qu'il faut faire vachement gaffe. Et après, on a les immeubles de ce qu'on appelle et les ports. Et on voit dans les ports aussi. Et après, on a l'ITGH. L'ITGH, c'est les immeubles de très grande hauteur qui dépassent les 200 mètres. C'est comme celui qu'on a là maintenant sur Rabat, qui est en train de se construire. Ça, il dépasse les 200 mètres. Dès qu'il dépasse les 200 mètres, on rentre dans une catégorie encore plus renforcée que l'IGH classique. Donc, on est sur l'ITGH, ce qu'on appelle immeuble de très grande hauteur à partir de 200 mètres. C'est bon pour les... Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Excellent. Donc, il y a des principes. Dès qu'on passe à une catégorie IGH, il y a des principes de sécurité, ce qu'on appelle les principes de sécurité qu'il faut faire vachement gaffe. Ça veut dire, voilà, la première contrainte pour construire un IGH, il faut déjà avoir les 3 km. Il faut être sûr qu'on est à 3 km maxi d'un centre de secours, ça veut dire d'un pompier, d'une caserne pompier. Si vous êtes éloigné de plus de 3 km d'une caserne de pompiers,
vous ne pouvez pas avoir un bâtiment IGH. C'est impossible. Ça, c'est le premier critère qu'il faut voir avant la conception. Donc, déjà, il faut voir la distance. Si on est sur 3 km ou pas, si on est en dessous, ben, systématiquement, oui. C'est pour ça qu'on trouve sur pas mal de projets comme l'ODA, ici sur Casablanca. Sur Casablanca, l'ODA, ils ont construit carrément une caserne juste à proximité du site. Pourquoi? Parce que la caserne qui était la plus proche, elle était plus éloignée, elle était plus que 3 km par rapport au site. Donc, c'est pour ça qu'ils étaient obligés de construire une caserne. C'est pour ça aussi, ça, il faut prendre en considération les 3 km. Est-ce qu'on y est dans le rayon ou pas? Si on n'y est pas, ça veut dire que l'IGH, on ne peut pas l'avoir. Donc, ça, c'est le premier contrainte. Le deuxième contrainte, c'est le volume. La réglementation nous demande soit j'ai un volume de protection de 8 mètres, comme ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est 8 mètres qui vaut au flux de heure. Dès que j'ai une distance entre un bâtiment et un bâtiment de 8 mètres, ça veut dire que j'ai une protection de 2 heures, coup-feu 2 heures, ce qu'on appelle le coup-feu 2 heures. Si je n'ai pas cette distance dans un IGH, dans votre immeuble IGH, systématiquement, vous êtes obligé de faire une paroi séparative de coup-feu 2 heures entre votre bâtiment et un autre bâtiment tiers. Donc, voilà, soit l'un, soit l'autre. Soit vous avez le 8 mètres, soit si vous êtes en dessous de 8 mètres, vous êtes obligé de mettre une paroi de coup-feu 2 heures. Pourquoi? Pour protéger votre bâtiment du tiers et du tiers de votre bâtiment, et ainsi de suite. Et après, on a systématiquement, dans l'IGH, on a 2 escaliers, systématiquement. Parce que, pourquoi? Le principe de l'IGH, on n'évacue jamais, jamais, jamais un IGH entier. C'est pour ça qu'on met 2 escaliers, pas plus. Donc, on dépend. C'est le principe de l'IGH. Pourquoi? Parce que l'IGH, on va voir au fur et à mesure. Pourquoi on ne part pas sur le principe de comme un ERP normal, classique. S'il arrive quelque chose, on évacue l'ensemble de l'immeuble. Dans un IGH, on n'évacue jamais un IGH entier, sauf une catastrophe, un tremblement de terre ou quelque chose de plus grave. Mais si c'est un feu, on n'évacue jamais, jamais, jamais un IGH entier. On évacuera ce qu'on va voir après par rapport au scénario, un étage supérieur, un étage inférieur, maximum qu'on peut faire, mais pas plus. OK? Donc après, on va voir les contraintes. La deuxième contrainte, c'est que l'IGH, la réglementation nous impose d'avoir 2 alimentations, 2 sources, plusieurs sources d'autonomie d'électricité, mais on part du principe, ça veut dire 2 sources. Ça veut dire qu'il me faut une source qui me vient sur la zone A de mon fournisseur, par exemple sur Tanger. Il me fournissent une alimentation côté nord, par exemple, et côté sud. Pourquoi? Parce que si l'alimentation côté nord, elle est défaillante, ben il me restera le côté sud. Comme ça, pourquoi? Parce que c'est interdit. La réglementation interdit que l'IGH tombe dans le noir, qu'il n'y a plus d'alimentation. Même si on va mettre, bien sûr, qu'il y aura des groupes électrogènes mis en place obligatoirement, minimum, du groupe électrogène afin de combler cette coupure, mais quand même, il y a toujours un renforcement en termes d'alimentation électrique afin de ne pas avoir. Pourquoi? Parce que tout un système qui rentre dans le renforcement de cet immeuble qu'il ne faut pas qu'il tombe en panne. Donc, on va le voir au fur et à mesure. Donc, les ascenseurs, tout ce qui est ascenseur, monte-charge et tout ça, ils ont une particularité. La dernière fois, on avait parlé de 4e famille. On a parlé de la 4e famille dans l'habitation. On a dit que la 4e famille dans l'habitation, elle a une particularité en termes des ascenseurs par rapport aux autres familles. Pourquoi? Parce qu'elle a l'appel prioritaire. Donc, voilà, il demande l'appel prioritaire, il demande de non-stop ascenseur. Ben, c'est la particularité de l'IGH. Ça veut dire que voilà, l'IGH aussi a cette particularité. Ça veut dire que votre ascenseur ou monte-charge a une particularité, ce qu'il ne s'arrêtera jamais, jamais, jamais dans un niveau qui est sinistré. Admettons que dans le 10e étage, il y a une détection, ben, il ne s'arrêtera jamais dans le 10e étage. Il s'arrêtera dans le 9e, dans le 11e, dans le supérieur ou l'inférieur, les étages supérieurs ou inférieurs, mais il ne s'arrêtera jamais dans le niveau sinistré. Et après, on a le non-stop ascenseur. Et après, on a l'ascenseur qui se protège. Soit on a, ça aussi, il y a une espèce
on a deux solutions. Soit on est sur la paroi de ma porte palière, de mon ascenseur, il faut qu'elle soit couverte 2 heures et me protège. Pourquoi? Parce que c'est une gaine ouverte sur tous les niveaux. Donc, afin de protéger ma partie, mon ascenseur de la partie bureau ou la partie hôtel, peu importe, c'est l'activité que j'ai dans ce bâtiment. Donc, on met soit une porte palière qui fait 2 heures, soit carrément, des fois, on fait de l'optimisation. Dans ce sort, si j'ai ma paroi de mon mur, là où il y a mes ascenseurs, si elle est large, donc on peut mettre une porte coulissante carrément qui est maintenue à la détection et on met une porte normale, entre guillemets, pour l'ascenseur. Et dès qu'il y a une détection, la porte coulissante, elle se ferme et systématiquement, voilà, ça, je fais de l'optimisation. Au lieu de mettre des portes palières qui font 2 heures en termes pour les ascenseurs tout au long de tous les niveaux, donc ça coûte hyper cher. On peut partir sur ça à condition que j'ai ma paroi là où j'ai mon ascenseur est suffisamment large pour avoir cette possibilité de créer une porte coulissante. Et après, en termes de compartiment, la communication entre compartiments. On parle de compartiment quand on dépasse une certaine surface. Dès que ça n'arrive pas, parce que ici au Maroc, je n'ai pas vu encore un IGH, on a une surface qui dépasse 2500 mètres carrés par niveau. Donc voilà, ça c'est. Je n'ai pas vu encore un IGH avec ce volume de surface. Mais le règlement, il dit que voilà, si je dépasse les 2500 mètres carrés, donc c'est le maximum à voir dans un IGH. Et après, on a la longueur de 75 mètres. La longueur de 75 mètres à ne pas dépasser. Donc, soit l'un, soit l'autre. Et après, les sorties. Ça aussi, parmi les points à prendre en considération, parce qu'on a eu on a eu de l'expérience, on a réceptionné on a eu des plans chez des archis, on a trouvé que la distance entre les escaliers n'était pas respectée. Et ça a remis toute la conception en jeu. La particularité de l'IGH, vos escaliers, ils ont l'obligation d'avoir minimum une distance de 10 mètres et maximum 30. Donc ça, c'est une règle. Soit vous mettez vos escaliers minimum, ils sont à 10 mètres de distance, soit maximum, ils sont à 30. Pas plus. Donc ni moins, ni plus. Donc ça aussi, il faut le prendre en considération par rapport à la conception. C'est une particularité de l'IGH. C'est comme la particularité des quatrièmes familles. Les quatrièmes familles qu'on a vues la dernière fois, c'est les 10 mètres. Ça, c'est les deux particularités, quatrième famille et l'IGH. La quatrième famille, c'est le seul moment où on parle en termes d'habitation, de distance entre deux escaliers. C'est les 10 mètres. Quand on est en quatrième famille, 10 mètres entre les deux escaliers, minimum. Et là, on revient sur les 10 mètres, on récupère les 10 mètres dans l'IGH, dans la réglementation de l'IGH, et ça sera le minimum pour les deux escaliers dans un IGH. Et le maximum, c'est 30. Et on revient sur le compartiment, ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est maximum 2500 mètres carrés, et la longueur, c'est de 75. Mais si on est en dessous, on ne divise pas au compartiment. Ça, c'est au cas où, si on a l'IGH avec une surface conséquente, comme cela, donc là, on est obligé de dispatcher, de couper en zones, ce qu'on appelle compartiment en termes de règlement, et entre les deux compartiments, on va créer une intercommunication, un SAS. Une intercommunication, pourquoi? Pour protéger le compartiment A du compartiment B pour ne pas avoir une propagation vers l'un, vers l'autre. C'est ça le principe de l'IGH. Donc, l'IGH, il part du principe, c'est que voilà, là où ça prend, il faut que ça reste. Donc, il faut que ça, on confine. OK? Et après, l'IGH, donc ça, on l'a vu, des voisins de 8 mètres, ça, j'en ai déjà parlé. Et la stabilité au feu. Par rapport aux habitations, par rapport aux ERP, les habitations, plus on change de famille, plus on change de classe, on change de stabilité au feu. On part de la petite villa d'un quart d'heure jusqu'à la quatrième famille d'une heure et demie. Donc, on passe de stabilité au feu, on change de stabilité au feu. L'ERP, la même chose. Plus on a le volume, plus on a la surface grande, et plus la hauteur, c'est grand, plus on change de
on augmente la stabilité au feu. L'IGH, c'est clair, c'est 2 heures. La stabilité au feu, c'est 2 heures et les planchers au feu, 2 heures, entre niveaux. Chaque niveau a un plancher au feu de 2 heures. Et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à me stopper hein, si vous avez des questions sur ce tel ou tel point. Donc, je suis là. Donc, le parc de stationnement. Et après, le principe de sécurité aussi. On a 2 conditions, 2 choses. 2 choses, c'est quoi? Soit votre parc de stationnement il est lié à l'IGH ou il n'est pas lié à l'IGH. Ça aussi, il faut faire le choix. Parce qu'il y a des contraintes. Il y a des contraintes l'un comme l'autre. La contrainte, c'est que si on a votre PS, le parc de stationnement, il est lié à l'IGH, ça veut dire que tout votre volume, ce qu'on appelle la CHC, la circulation horizontale commune, qui lie vos 2 escaliers. Dès que vos 2 escaliers sont liés avec une circulation principale, qui descend du dernier niveau jusqu'au sous-sol. Il faut qu'elle descende la même chose. Donc, verticalement jusqu'au sous-sol. Là, on parle d'un parc lié à un IGH. On parle d'un parc de stationnement lié à un IGH. Donc, systématiquement, ça descend. Et votre parc de stationnement, peu importe, même si vous avez un seul niveau, 2 niveaux de parc de stationnement, systématiquement, il est sprinklé. On a une installation d'extinction automatique à eau. Il est sprinklé automatiquement. OK? Si on fait le choix pour éviter, par exemple, ça arrive, pour éviter le sprinklage, ben ça veut dire que votre PS, votre parc de stationnement, il ne faut pas qu'il soit lié à l'IGH. Donc, ça veut dire une seule communication autorisée. Ça veut dire que le règlement ne nous autorise pas de faire descendre ce volume, ce que je disais tout à l'heure, le CHC, la circulation horizontale commune, liant les 2 escaliers jusqu'au sous-sol, jusqu'au dernier sous-sol, ça, on ne le fera pas. Pourquoi? Parce que le parc de stationnement, il n'est pas lié à l'IGH. Donc, systématiquement, on crée, le règlement, il nous donne une seule communication. On peut avoir une seule communication entre le parc de stationnement et l'IGH, et pas plus. Mais par contre, là, on ne sprinkle pas. Il n'y a pas de sprinklage. Donc, c'est ça. Donc, c'est un choix. Soit on crée une communication, mais quand je dis une seule communication, ça veut dire soit un ascenseur, soit un escalier. On ne peut pas avoir ascenseur et escalier. Ça, c'est non. Soit un ascenseur, soit un escalier. On ne peut pas avoir les deux. Sinon, si on crée les deux, ça veut dire deux accès. Et le règlement, il parle d'un seul accès. Là, en termes de parc de stationnement. Donc, et après, il y a une particularité aussi, c'est que tous les locaux techniques qui ne sont pas liés au parc de stationnement, il ne faut pas qui communiquent directement dans le parc de stationnement. Ça veut dire qu'on doit créer un SAS, une intercommunication, ou bien créer carrément pour les hôtels, ce qu'on voit sur les hôtels, carrément créer une espèce de zone dédiée pour les locaux techniques pour l'hôtel et carrément créer une espèce d'escalier indépendant du parc de stationnement. Il n'y a aucune communication possible avec le parc de stationnement. Donc ça, juste pour le savoir aussi. Ça, c'est des points, c'est vraiment, je vais vers le point essentiel que je vois que, voilà, sur des plans et tout ça, et voilà, on est censé à les rater. Donc, et après, pour le potentiel calorifique. Quand on fait un potentiel calorifique, ça veut dire que la masse, le combustible, ça veut dire les mobiliers, ce que vous allez, comme pour les hôtels, pour les bureaux et tout ça, le mobilier aussi, ça aussi, c'est pris en considération dans l'IGH. Donc, il ne faut pas dépasser les 400 mégajoules. Mais on a une espèce de tableau réglementaire où il nous donne par mobilier, il nous donne combien égal, combien il donne de masse combustible mobilisable de mégajoules. Ça veut dire, et après on additionne sur une zone, et après on divise sur la surface. Il ne faut pas qu'on ait plus de 400 mégajoules par mètre carré. Donc, ça veut dire si j'ai 1500, admettons, j'ai 500 mètres carrés et je regarde le nombre de mes joules, je trouve par exemple 1500, je suis à 300 mégajoules mètre carré, ça passe. Mais si je suis au-dessus de 400, donc ça ne passe pas. Par contre, le règlement nous l'autorise. Nous l'autorise à condition. Toujours il y a une condition, il y a toujours une espèce de. Dans le règlement, il y a toujours une mesure compensatoire, dérogation, compensation. Donc, ça veut dire, comme si le règlement législateur, il nous donne une dérogation,
Mais on a une compensation. C'est quoi la compensation? C'est que dès qu'on dépasse les mégajoules, on dépasse les 400 mégajoules, ben, systématiquement, toute cette partie, toute cette zone-là, il faut qu'elle soit sprinklée aussi. Là, on le voit sur quelques JGH où ils ont fait le choix d'avoir, dans le premier étage ou la mezzanine, d'avoir une espèce des salles de réunion, de conférences et tout ça. Donc, systématiquement, beaucoup de salles de réunion, de conférences et tout ça avec le mobilier et tout ça. Donc, ça augmente le mégajoule, ça augmente le potentiel calorifique systématiquement. Ben, on sprinkle ce niveau, que ce niveau. Pourquoi? Parce qu'on peut aller au-delà de 400, on peut aller jusqu'à 600 mégajoules. Ça aussi, il faut le prendre en considération aussi dans la conception, ou bien plutôt quand on arrive à l'exploitation. Donc, la règle C plus D, ce qu'on avait parlé la dernière fois par rapport à l'habitation, on a dit que l'habitation, la règle C plus D, ça n'enlève pas du tout. Au contraire, par rapport aux ERP, je peux éviter le C plus D en mettant de la détection. Si je mets de la détection, je n'ai plus besoin de créer un C plus D. Par contre, l'habitation, c'est niet. Et pour l'IGH aussi, c'est niet. Donc, l'IGH aussi, c'est obligatoirement, parce que la détection, elle est obligatoire d'office. Donc, on les a d'office, la détection. Et le C plus D, c'est obligatoire. Et on n'est plus dans le principe de la masse combustible mobilisable de ma façade et tout ça. Donc, c'est systématiquement ici, c'est d'office, c'est 1,20 m. Point. Donc, il me faut un C plus D de 1,20 m sur mes niveaux. Le C plus D, vous le connaissez, donc vous savez, le haut de la baie, et le bas de la baie qui lui superposé. Donc ça, c'est la longueur, et après la largeur qui sort par rapport à votre plancher. Donc, et après, on additionne ça plus ça, il me faut au minimum 1,20 m. Donc, il faut qu'elle soit supérieure à 1,20 m. Donc, ça aussi, il faut le prendre. Après, ça aussi, on le voit sur beaucoup d'IGH qui font le choix d'avoir en vitre, d'avoir des vitres de partout, que ce soit vitré et tout ça. Mais il faut savoir que toute la façade, il faut qu'elle soit M0, ça veut dire incombustible et ininflammable. Ça veut dire le choix du matériau sur la façade, ça va être coûteux, très, très, très coûteux. Donc ça aussi, il faut le prendre en considération parce que là, on va vous demander du M0, sauf pour le store. Les stores, les menuiseries, les plastiques, et voilà, les fenêtres et tout ça. Donc ça, on demande du M2, du M3. Donc là, on passe sur combustible, mais ininflammable ou moyennement combustible. Mais voilà. Pour le potentiel calorifique, là, on passe sur 25 mégajoules par mètre carré. Les façades doivent être conformes. Donc voilà, les matériaux, tout ça, ce qu'on a dit. Après les gaines, la création des gaines, les gaines techniques. Toutes les gaines techniques qui passent dans l'IGH, il faut qu'elles soient recoupées par un coup-feu degré 2 heures. Là, ce qu'on fait parce qu'il faut savoir que le plâtre, il est coup-feu. Donc, si vous mettez du plâtre par chaque fois, dans chaque niveau pour recouper votre gaine, comme ça évite de mettre du béton ou peu importe. Donc, après, si on veut passer un câble ou quoi que ce soit, donc on est dans l'impossibilité. Donc, on met du plâtre. Et si on veut faire passer un câble ou quoi que ce soit, parce que le plâtre, il est coup-feu. Donc, voilà, donc il faut recouper. Ou la limite des gaines à ne pas dépasser, c'est 0,80 m² si je ne veux pas recouper. Donc, si je dépasse, il faut que je recoupe. Mais la réglementation aussi, ça nous fait aussi une dérogation et une compensation derrière. Je peux ne pas recouper ma gaine technique, mais il faut qu'elle soit sprinklée. Donc, systématiquement, tous les 5 niveaux, je vais mettre une tête de sprinklage. Donc, soit vous recoupez le coup-feu laser, vous mettez une trappe de visite, il n'y a pas de souci. Soit vous ne voulez pas recouper, vous laissez que votre gaine reste ouverte, mais votre gaine, il faut qu'elle soit sprinklée tous les 5 niveaux. Il faut qu'il y ait une tête de sprinklage. Pourquoi? Parce que votre gaine risque de créer un effet cheminot. Donc, cheminé plutôt. Donc, c'est pour ça qu'on évite ça. Parce que la communication entre les niveaux, c'est interdit. Il ne faut pas qu'il y ait un trou entre les niveaux. Il ne faut pas qu'il y ait une communication entre les niveaux dans un IGH. C'est bon? Même dans un ERP. Donc, même dans les ERP, on recoupe notre gaine. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas créer l'effet chimique.
Donc, ça, on passe sur les dégagements. Les dégagements, c'est ça. La CHC, c'est ça. On parle de CHC, c'est la circulation horizontale commune qui lie les deux escaliers. Là, vous voyez que sur ce dessin, ils ont mis les escaliers donc, inversés. Donc, voilà, pour avoir la distance de 10 mètres, pour gagner la distance de 10 mètres, tout simplement. Pourquoi? Parce que s'ils mettaient les entrées côte à côte, ça va créer un petit problème de distance à parcourir, qu'on a vu que le minimum, il faut qu'il soit 10 mètres, le maximum, c'est 30 mètres. Donc, c'est ça le principe. Et après, on a les SAS. On a les SAS dans les escaliers et notre CHC, et on a nos ascenseurs. Et là, ça peut être des bureaux, comme ça peut être des appartements, comme ça peut être des chambres d'hôtel. Donc, systématiquement, ça donne directement sur la CHC. De la CHC, j'ai mon escalier qui est protégé par un SAS. Et vous voyez que le SAS, l'ouverture des SAS dans l'IGH, elle est différente par rapport à l'ouverture des SAS dans le parking. Dans le parking, les deux portes, ça s'ouvre à l'intérieur. Dans le IGH, ça ouvre vers l'évacuation. Ça veut dire je pousse, je pousse. Je pousse la première porte et je pousse la deuxième porte, donc dans le sens de l'évacuation. Par contre, dans le PS, dans le parc de stationnement, on pousse et on tire. Donc ça se croise, les deux portes, ça se croise à l'intérieur. Donc c'est ça un petit peu. Et ce volume, ce que je vous ai dit tout à l'heure, si mon parc de stationnement est lié à un IGH, tout ce volume que vous voyez là, ce qu'on appelle le CHC, il faut qu'il descende jusqu'au dernier niveau de sous-sol. Donc, ça veut dire que tout ce volume, il faut qu'il descende. Pourquoi? Pour respecter ce qu'on va voir après par rapport au désenfumage et toutes les particularités qui rentrent en considération pour un IGH. Donc, voilà, c'est le principe. Si votre PS, parc de stationnement, est lié, vous faites descendre les CHC jusqu'en bas. S'il n'est pas lié, vous ne le faites pas descendre, mais vous avez une seule communication avec votre parc de stationnement. Donc, tout simplement. Donc, un petit peu le principe, c'est ça. Une question? Non? Une fois concernant les impasses, comme illustre le schéma? Oui. Oui, on va y arriver. On va y venir par rapport à la distance à parcourir. On va parler de la distance à parcourir. Parce que par rapport, ça aussi, il faut faire gaffe. Si on est dans un hôtel, c'est une chambre d'hôtel, on n'a pas de souci. Si on est dans une habitation, on n'a pas de souci. Mais si on est dans des bureaux, là, on aura un petit souci. Pourquoi? Parce qu'on a une distance à parcourir et on a une espèce d'effectif. Dès qu'on ait un effectif qui dépasse les 20 personnes, ça veut dire si vous avez des plateaux bureaux qui dépassent les 200 mètres carrés, systématiquement, on va vous demander d'avoir 2 sorties sur le CHC de votre plateau bureau qui dépasse les 200 mètres carrés. Donc ça, c'est une particularité pour les bureaux. Les chambres à coucher, on ne va pas vous demander, ça sera une seule porte. Les habitations, ça sera une seule porte. Mais par contre, tout ce qui est bureau ou autre, ça peut être restaurant, peu importe, dans un hôtel et tout ça. Donc on prend toujours la surface et on va regarder par rapport au calcul de l'effectif, par rapport à ce qu'on avait vu la dernière fois, par rapport à l'activité que vous avez, et on va sortir un et cet effectif, s'il dépasse les 20, s'il arrive à 20 personnes, ça veut dire qu'il dépasse les 19 personnes, systématiquement, on va vous demander d'avoir 2 sorties. Ça m'est arrivé il y a 2 semaines sur un IGH où j'ai eu le plan de l'archi et il n'avait pas mis une deuxième sortie sur le plateau bureau. Et dans la conception elle-même, c'était impossible de mettre une deuxième sortie distancée de 5 mètres. Parce que là, attention, là, on parle de 10 mètres entre les 2 escaliers, c'est la particularité de l'IGH. Mais quand on bascule ce qui se passe à l'intérieur dans un plateau bureau, on rentre dans la réglementation URP, établissement sur du public. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'IGH, c'est qu'un renforcement de la réglementation URP. C'est qu'un renforcement. Parce que la réglementation ERP à l'intérieur, c'est elle qui est applicable. Donc, c'est pour ça que chaque activité a un calcul défini par rapport à l'activité, par rapport à la surface. Et à partir de ce moment-là, on sort un effectif. Et dès qu'on sort cet effectif, on est pénalisé après. S'il nous faut 2 sorties, 3 sorties, peu importe. Donc, systématiquement, on est pénalisé. Et après, il y a une distance à parcourir, bien sûr qu'on va voir. Donc, et ça, c'est systématiquement pareil. Ici, c'est 1,40 m minimum. C'est 1,40 m minimum. Vos escaliers, 1,40 m, c'est la règle. Les circulations horizontales communes, minimum 1,40 m.
vos escaliers, vos portes 1,40 m. Donc, ça, c'est le principe de l'IGH. C'est ça. Voilà, le dégagement comprenant les escaliers, leurs dispositifs d'accès, les ascenseurs. Donc, 1,40 m. Systématiquement, on tombe sur 1,40 m, les 10,30 m, ce que je disais tout à l'heure. Et bien sûr, vous le savez très bien que la surface de votre SAS, de l'intercommunication du SAS, c'est entre 3,2 m et 8 mètres, avec une longueur de 1,40 m. Voilà. Et après, les portes, 1,40 m, ce qu'on appelle les 2 UP. Il me faut les 2 UP, mes 2 unités de passage qui vaut 1,40 m dans mes circulations et dans mes 2 escaliers et mes portes d'escalier aussi. Et ma surface du SAS, d'intercommunication, SAS, il faut qu'elle soit, voilà, soit 3 mètres carrés, soit 8 mètres carrés. Donc de 3 à 8, vous choisissez. Vous avez le minimum et le maximum à ne pas dépasser. Et après on a parlé, voilà, c'est ça la distance à parcourir. Voilà. Donc, la circulation horizontale privative est obligatoire à une surface paysanne. Donc, on crée, dès que vous avez un plateau bureau qui est open space, en compartiment open space, donc la distribution intérieure open space, il dépasse les 300 mètres carrés, systématiquement, vous êtes obligé de créer une circulation secondaire qui fait 1,40 m. Dès qu'on dépasse les 300 mètres carrés. Donc, systématiquement, on a une circulation secondaire qui amène vers la circulation principale qui est le CHC, qui est la circulation horizontale commune. Et après, voilà, vous voyez un petit peu la distance à parcourir, parce que la question que vous avez posée, la distance maximum parcourir les occupants en fonction du type de l'IGH, en général, c'est 30 mètres. Il ne faut pas que je dépasse 30 mètres pour arriver sur mon dégagement. Et 20 mètres, donc là, on réduit pour les habitations, pour les hôtels. Pourquoi? Parce que, comme ce que je vous ai expliqué la dernière fois, c'est que les locaux sommeil, habitation, hôtel, même les cliniques, les hôpitaux, mais surtout habitation et hôtel, systématiquement, la réglementation, elle réduit la distance à parcourir. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui vont dormir, que ça sera la nuit, que ça peut avoir un incident, un accident la nuit. Donc, le temps qu'ils réalisent, qu'il y a une réaction et tout ça, donc il faut du temps. Donc, c'est pour ça qu'on réduit, on leur facilite un petit peu, on réduit la distance à parcourir pour eux. Et après, pour tout ce qui est hôpital et les bureaux, on met 35. Pourquoi 35? Parce que dans les hôpitaux cliniques, on part du principe qu'il y a des aides-soignantes, qu'il y a des infirmiers, des infirmières, qu'ils sont formés sur une évacuation horizontale. Donc, on fait une évacuation horizontale. Et ça aussi, c'est une particularité. Ce que je vous ai, j'avais abordé la dernière fois dans les ERP, dans les établissements de recevement du public, c'est que dans les hôpitaux, les cliniques, il y a toujours une zone. Il faut avoir minimum dans la partie, l'étage, là où il y a les locaux à sommeil, il faut avoir des zones d'occupation. Il faut avoir minimum 2 zones de la même densité d'occupation, maximum 20 lits. Donc, ça veut dire qu'il faut que je crée des zones de la même densité d'occupation afin que je facilite l'évacuation horizontale d'une zone vers une autre pour ne pas qu'il y ait un risque pour les malades ou voilà, les gens, les malades. C'est bon? J'ai une question. Oui. Oui. Merci. Je vous remercie pour cette présentation, c'est très intéressant. Ma question est par rapport à l'espèce de cul-de-sac. Si on revient à ton schéma, parce que la conception, on pense toujours le moment d'incendie, donc ça sera le moment de panique des usagers. Donc, quand il passe dans un couloir qui aboutit pas une issue, donc ils doivent revenir à leur pas dialogue. On imagine que beaucoup de monde vont se diriger vers dès que le couloir après il y aura un mur, donc l'issue le bout de couloir. Est-ce que il y a une distance minimum avec le cul-de-sac à créer? Donc je ne sais pas si tu peux revenir ton schéma, le plan. Oui, ici, les 2 noyaux sont au centre, mais on voit le corridor en bleu un peu en haut, le nord du plan.
est-ce qu'il faut qu'il soit maximum 10 mètres ou il soit maximum 6 mètres? Parce que si dès que le corridor a une seule porte, mais elle est à 30 mètres, donc les usagers, si il y a de la fumée ou là, mais les deux noyaux centraux, donc centraux, ils 30 mètres, aucune issue le bout de couloir, le couloir. Donc, est-ce qu'il y a un règlement qui l'impasse, donc un couloir qui aboutit pas une issue, maximum 10 mètres. Est-ce qu'il y a un règlement qui parle de ça? Oui, là on part sur deux choses, 2 points. C'est par rapport au mode de distribution que vous avez au sein de cet établissement. Prenons le bureau par exemple. Si on est sur un plateau bureau, si on part sur un principe de compartiment, ça veut dire l'open space, on ne va rien vous demander. Parce que l'open space, ça ne crée pas de problème. Donc voilà, c'est tout ouvert. Il n'y a pas une circulation, il y a une petite circulation. Donc il n'y a aucune obligation réglementaire au sein de ce compartiment puisque c'est ouvert. S'il arrive quelque chose, on va le voir de suite, on va réagir de suite. Si on part, votre question, elle bascule vers ce qu'on appelle le cloisonnement traditionnel. Ça veut dire qu'on est sur une distribution de cloisonnement traditionnel. On a des bureaux fermés, fermés de parois, avec des parois du bas, du plancher jusqu'au plafond. Donc ça, on crée, la réglementation nous impose de créer une circulation principale qui mène ces bureaux vers cette circulation principale, que cette circulation principale mène vers les CHC. Ou bien, comme vous dites, si on est sur la configuration, ce que votre question, c'est celle-là, donc si on est sur une configuration de circulation secondaire vers une circulation principale dans le même plateau, vers une circulation principale et après vers les CHC, oui, là on parle de cul-de-sac. Le cul-de-sac, c'est 10 mètres. Ça veut dire la sortie de votre bureau, du bureau, vers la circulation principale à l'intérieur. Et à partir du moment où arrivé sur la circulation principale dans le bureau, là, je comptabilise les 35 mètres, ce que la réglementation me donne. Donc, on a le cul-de-sac. Donc, il faut sortir de mon bureau, arriver sur ma circulation principale, de ma secondaire vers la principale, et à partir en arrivant sur le principal, j'ai mes 35 mètres réglementaires pour arriver dans ma CHC. C'est bon? Ok. Honnêtement, je comprends ton raisonnement, mais ce n'était pas ma question. Est-ce que je vais prendre 30 secondes juste pour... parce que... Ok. Voyez le schéma, on parle toujours du schéma avec le corridor, le couloir bleu au nord, le bureau qui est au bout il y a vraiment à droite, en bleu, voilà, avec la porte, exact, la porte juste à côté, exact. S'il y a une personne, supposons qu'avec le couloir, il va encore plus vers le nord. Donc, si une personne, en cas d'incendie, elle sort de la porte, mais au lieu de tourner à gauche vers les 2 escaliers dessus, elle tourne à droite. Donc, mais à droite, Maradish Timchil une issue. Donc, est-ce que à droite, par exemple, maximum, elle ne peut pas aller plus que 10 mètres. Donc, elle va faire dès que le parcours est à 10 mètres en sortant et en allant à droite. Mais donc, parce que si on parle d'un plateau de bureau cloisonné comme ça, tout cloisonné, et là, on sort avec le bureau, là où le fond, et on tourne à droite, si on chie 30 mètres, et les issues, jusqu'aux 2 noyaux le centre, ça fait beaucoup de parcours. Oui, mais c'est juste, sur le schéma, tout ce qui est bleu, ça rentre dans le CHC, ça rentre dans la circulation horizontale commune. Qui dit CHC dit un dégagement protégé. Donc, systématiquement, c'est à partir de là, le législateur est parti. Donc, ça veut dire le parcours que vous allez faire, c'est vers votre circulation protégée, encloisonnée. C'est celle-là, c'est la CHC. Ça veut dire si
si vous me dites, vous sortez de ce bureau, vous partez à droite au lieu de partir à gauche, et après vous faites le parcours, cette circulation, elle est protégée. Quand on dit elle est protégée, ça veut dire qu'on a des cloisons, on a des parois séparatives entre le bureau et la circulation qui ont un coupe-feu 1 heure, et on a notre CHC qui est désenfumé systématiquement. Donc, on a une protection par rapport à cette personne qui va être évacuée s'il se perd, par exemple, au lieu de prendre à gauche, il prend à droite. Donc, il sera en sécurité, cette personne. Mais à partir du moment, le cul-de-sac, on le prend à l'intérieur du bureau. Admettons que, par exemple, là, de ce coin-là, vous mettez un bureau ici, et vous mettez un cloison, une porte, je vais prendre la distance de là vers ma circulation. Si votre bureau fait plus de 300 mètres carrés, on va vous imposer de créer donc une circulation principale à l'intérieur, donc ici à l'intérieur, afin que lui, les 10 mètres, ça sort directement sur ma circulation principale. Sinon, ça va être le cul-de-sac directement ici. Donc, on va vous demander de créer une porte ici, une sortie là, par exemple. Donc, ça, c'est une question d'aménagement. Parce que dans le principe, ça, c'est le gros problème, c'est ça, entre la conception du départ et l'aménagement après. Ça aussi, c'est un gros problème. Ça, on le voit. Parce que vous avez raison, dans la conception des bureaux qu'on voit ici, on n'a pas de problème. Ça, en termes de sécurité incendie, on ne va pas vous dire qu'il y a un cul-de-sac. Parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas l'aménagement en face. On n'a pas la disposition des bureaux pour juger s'il y a un cul-de-sac ou il n'y a pas de cul-de-sac. Par contre, le jour où vous allez mettre de l'aménagement à l'intérieur, là, on va être regardant et on va vous dire, par contre, ce bureau, ce n'est pas possible. Ce bureau est très éloigné, ça crée un cul-de-sac, ça crée une distance qui est très éloignée, on va vous imposer beaucoup de choses. Là, vous serez dans l'embarras. Mais par contre, quand vous mettez des plateaux vides de telle sorte, on prend juste la surface globale, vous dépassez les 200 mètres carrés, on va vous imposer une deuxième sortie. Vous dépassez, vous êtes à 199 mètres carrés, vous ne dépassez pas les 20 personnes, donc systématiquement, on ne va pas vous imposer une deuxième sortie. Par contre, venant à l'aménagement, là, on va parler de distance à parcourir et on va prendre en considération point par point par rapport à l'emplacement et par rapport à la distribution que vous avez choisie. Si c'est une distribution, ce que vous avez dit, cloisonnement traditionnel, des parois du bureau séparées par ces circulations et des parois de bas jusqu'en haut, ou bien sur un open space, sur l'open space, ce qu'on appelle le compartiment, on ne va pas être regardant. Ok, shukran, Sifouz. Merci. C'est bon, c'est Mehdi? Oui, قلت لك شكرا سيفوزي بارك الله فيك merci. Je n'étais pas à côté pour la réponse. Ah non, c'est très bien, c'est clair. Merci. Bon, on continue. On était où? Donc, la distance à parcourir, c'était ça. En règle générale, c'est 30 mètres. Mais 30 mètres pour arriver sur votre circulation horizontale, puisqu'elle est protégée. Quand on dit elle est protégée, ça veut dire qu'elle est protégée par des adjacents et elle est protégée par un désenfumage, une détection, et ce qu'on va voir après. Donc, l'isolement par rapport à l'IGH. Ça, on revient à ce que j'avais cité tout à l'heure, c'est que si on est, parce que dans des immeubles d'habitation, ça peut être les bureaux, ça peut être, donc on crée des locaux annexes à l'intérieur, au niveau du rez-de-chaussée, ou ça peut être au premier étage. Au niveau du rez-de-chaussée, on trouve des fois, sur beaucoup de projets, on trouve des magasins, on trouve un restaurant, on trouve sur des bureaux, on a eu des salles de sport, on a eu pas mal de locaux annexes, d'autres activités qui viennent au niveau du rez-de-chaussée de l'IGH et qui viennent rentrer dans cette configuration. Là aussi, c'est pareil, c'est comme le PS, la réglementation, voilà, ça vous donne le choix. Si vous nous dites que vos locaux, donc, au niveau du rez-de-chaussée, ils sont liés à l'IGH ou pas? S'ils sont liés à l'IGH, c'est sprinklé. C'est systématiquement sprinklé. Ça veut dire que vos magasins, je vais vous demander qu'ils soient sprinklés. Votre salle de sport, elle sera sprinklée. Tout ce que vous mettez au restaurant sera sprinklé. Donc, tout ce qui vient
chapeauter comme activité au sein de l'IGH au niveau du rez-de-chaussée. OK? Si vous me dites que voilà, ça va être indépendant, le magasin, on va créer des locaux commerciaux, mais ils seront indépendants de l'IGH, donc on va mettre des murs coupe-feu, ce qu'il faut. Donc voilà, sans créer de communication directe ou indirecte. Et il n'y aura pas de sprinklage. Donc ça, c'est les deux particularités à prendre en considération en termes de l'IGH. C'est ça le petit truc. Si il est dépendant ou il est indépendant. S'ils sont dépendants, systématiquement, on sprint. S'ils sont indépendants, ben on sprint les pas. Donc, après, donc voilà, ça, c'est les particularités. Là, j'en passe parce que j'y vais vers l'essentiel. Et après, voilà, c'est pareil. Hein, donc, on parle de l'intérieur du volume. Ici, on est rentré dedans. Aucune communication directe ou indirecte n'est autorisée entre eux. Par contre, on peut créer. Par contre, cette création de communication, ce que j'ai dit tout à l'heure pour le PS, cette création de communication, ça sera par un SAS. Et le SAS, il va être en surpression. Ça veut dire qu'on va souffler, on va mettre une fois un moteur de soufflage à l'intérieur du SAS, à l'intérieur de ce SAS qui va communiquer soit entre le PS et l'IGH, soit entre un établissement X qui est sur le volume, dans le volume de l'IGH au niveau du rez-de-chaussée par exemple, qui va communiquer comme un restaurant. Par exemple, un restaurant à l'extérieur, on veut créer un restaurant communiquer les gens de l'extérieur et on veut créer une espèce de communication entre l'IGH pour faire profiter les gens des bureaux, par exemple, pour rentrer, déjeuner dans ce restaurant. Ben, cette communication, si vous la demandez, ben, cette communication va vous demander de créer un SAS, une intercommunication, qu'elle soit en surpression, qu'il y ait un détecteur, il y a l'IGH qui protège. Et qu'il n'y a pas, et là, on ne va pas vous demander de sprinkler votre restaurant. Donc, c'est juste ça, c'est les petites astuces à voir. Parce que le sprinklage, il est systématiquement comme le PS. Et vous savez que le sprinklage, il est le coût qui engendre, c'est à peu près c'est des 600, entre 600 et 800 dirhams le mètre carré. Donc le sprinklage, c'est vachement coûteux. Donc là, juste pour avoir une idée, comme ça, on fait la balance sur si on veut ça ou on veut une espèce de confort, communication directe, tout ça, vous mettez un sprinklage. Sinon, le reste, on passe. Et ça, le principe de l'IGH, ce n'est pas comme les habitations, ce que je vous ai montré la dernière fois, ou bien pour les ERP, la distance entre les gaines qu'il faut respecter, entre la porte palière de la porte, c'est maximum 5 mètres, et après, il faut créer une gaine. Et après, dans les rectilignes, si on est sur une circulation rectiligne, c'est 7 mètres, il faut créer une gaine. Et après, tous les 10 mètres, il faut créer une gaine. Là, ça n'existe pas dans l'IGH. L'IGH, c'est simple. On a deux solutions. Soit la solution A, soit la solution B. On n'en a pas d'autre. La solution A, elle est très coûteuse. Donc, on part sur la solution B. C'est ça que je vous ai mis sur la photo parce qu'elle est moins coûteuse. Pourquoi? On va utiliser 3 moteurs. Dans la solution A, on va utiliser 5 moteurs. Donc, c'est très coûteux. Donc, on part sur l'optimisation et chaque fois, on propose au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage donc une solution qui est optimale. C'est la solution B. La solution B nécessite quoi? Elle nécessite, comme vous voyez sur le schéma, 3 gaines. C'est tout ce qu'on va vous demander, 3 gaines. Et après, ça dépend si votre circulation, la CRC, elle est longue, ben on va créer d'autres gaines pour l'extraction. J'explique. Donc, votre escalier, il est tout le temps sur le soufflage. Il est tout le temps en surpression. C'est le cas, si vous prenez un escalier, si vous descendez par les escaliers dans un IGH, vous allez sentir qu'il y a un vent, un petit vent. Ben c'est ça, parce que le moteur, il tourne tout le temps. Pourquoi? Pour protéger l'escalier. Pourquoi? Parce que le législateur, il part du principe que si dans un niveau X, il y a un feu ou de la fumée, si les personnes ils poussent la porte, ils courent en courant pour sortir, pour évacuer, ben systématiquement, il y a de la fumée qui va les suivre. Ben systématiquement, on souffle dans l'escalier afin de pousser cette fumée derrière cette personne qui va évacuer par les escaliers afin que l'escalier ne soit pas enfumé. C'est ça le principe. Donc, on met l'escalier en soufflage et après, on passe sur le SAS. Ça, c'est l'intercommunication. C'est ça le SAS. Le SAS, c'est ça. Donc, on passe là, c'est ma CHC. Toute cette partie, c'est ma circulation horizontale commune. Donc, si j'évacue, je pousse, là, je rentre dans le premier porte du SAS, et là, je rentre dans le deuxième porte, je rentre dans mon escalier. Donc, mon escalier est sur pression,
et mon sas, il est aussi en surpression. Donc, on souffle dans le sas, mais on fait passer l'air par une espèce de ce qu'on appelle le baie-transfert. Une espèce de baie, une baie. On crée une baie sur le mur. Cette baie, elle va être ouverte. Il y a une grille, il y a un volet qui va être ouvert, qui va être donc suspendu. Donc, en position ouverte, tenu par une espèce de fusible. Ce fusible, dès qu'il y a une température, admettons qu'il y ait le feu qui se propage dans la CHC, si cette température, la température elle se rapproche de ma baie, ici, si elle se rapproche à une espèce de température de 68 degrés, systématiquement le fusible il va péter et mon volet va se fermer systématiquement afin de protéger mon sas et mon escalier. Donc c'est ça le principe. Donc on souffle dans l'escalier, on souffle dans le sas, mais dans le sas, on crée une baie, une communication entre le sas et la CHC, la circulation horizontale commune, afin de faire passer de l'air à travers cette baie pour pousser la fumée vers le haut et l'extraire à travers la CHC. C'est ça le principe de désenfumage dans l'IGH. Voilà, c'est ça le principe. C'est un petit peu, il faut le comprendre, mais c'est très, très, très simple. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je pense que le schéma, il est clair. Voilà, on souffle dans l'escalier, on souffle dans le… Je vais vous montrer. Voilà, c'est ça la baie. Voilà. C'est ça la baie de transfert. Donc, on crée une baie de transfert, c'est ça. Mais par contre, il faut, parce que des fois, on n'a pas assez d'espace dans la partie porte du sas et la paroi qui lui colle. Donc, systématiquement, on ne trouve pas assez d'espace pour mettre notre baie. Donc, à partir de là, donc on est obligé de mettre une porte, une baie intégrante. Donc, ça veut dire qu'il y a une baie qui est déjà intégrée sur une porte. Mais ça coûte hyper cher parce qu'il faut une caractéristique de résistance au feu. Il faut que ma porte et ma baie aient une caractéristique de résistance au feu et a un PV, un procès-verbal de classement au feu délivré par un laboratoire. C'est pour ça qu'il vaut mieux créer une espèce, avoir de l'espace au niveau du paroi juste à côté de ma porte, du sas qui donne sur le sas, afin que je fais mon ouverture du sas vers la CHC, comme ça je peux mettre ma baie systématiquement. Je regarde s'il y a une question. J'avais marqué le début de la formation, vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît, auxquelles conditions un bâtiment est considéré IGH. Ouais. Oui, pourquoi pas. Donc on a dit… Bon, je fais un petit rappel, puisqu'il y a une question, un petit rappel. On a dit que, voilà, que l'habitation, dès qu'on dépasse, dépasse les 50 mètres dans un immeuble d'habitation, mais je parle du plancher bas accessible aux habitants. Ça, c'est dans l'habitation. Mais par contre, si vous avez dans l'habitation une espèce de duplex, on ne prend pas le plancher haut du duplex, on prend le plancher bas du duplex. C'est à partir du plancher bas du duplex, on comptabilise. Si vous dépassez les 50 mètres, vous rentrez dans l'IGH. Et après, si vous avez un ERP, établissement sur du public, si vous dépassez les 28 mètres du plancher bas du dernier niveau accessible au public, si vous dépassez les 28 mètres, vous êtes systématiquement IGH. Il n'y a pas de duplex dans l'ERP. Il y a duplex dans l'IGH. L'atténuation, elle est dans l'habitation, pas dans les ERP. Voilà. C'est bon? Petit rappel par rapport à la question. C'est bon. Donc, on peut continuer, je pense. Je regarde. C'est bon. Donc, c'est ça la baie de transfert. Donc, je reviens sur… Voilà. Sur mon schéma de désenfumage. Donc, la baie de transfert, celle-là, là où je souffle de mon sas vers la CHC, c'est celle-là, tout simplement. Donc, c'est ça le volet. Il est en position ouverte. Donc, il y a une communication, c'est ouvert. À partir de là, c'est ouvert entre le sas et la CHC. Mais par contre, il est tenu par une espèce de fusible. Dès que là, j'ai un feu au niveau de CHC, ça se propage vers ma baie. Donc, si ça monte à 68 degrés, systématiquement, ma baie, elle se ferme. Elle protège ma partie CHC du sas et en même temps, par la même occasion, l'escalier aussi. Hein.
C'est bon? Principe des enfumages, pas de souci. C'est bon? Allez. Des questions? C'est encore moi. Oui, oui, merci. Oui, shukran. Est-ce que le système de désenfumage, est-ce qu'il est mécanique? Et qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas d'électricité? Le désenfumage dans l'IGH, il est mécanique, systématiquement. Mais il est doublé aussi, c'est une bonne question, il est doublé par un désenfumage naturel dans les plateaux, ce qu'on appelle les 4 ouvrants de façade opposée. Ça veut dire, ça aussi, on va vous l'imposer. Ça veut dire que vous avez le désenfumage dans votre CHC que dans la CHC, sauf si votre plateau bureau dépasse les 300 mètres carrés, là, on va vous imposer le désenfumage dans vos plateaux bureaux, par exemple. Donc, on va désenfumer, ou bien restaurant, si on est dans un hôtel, si c'est un resto qui dépasse les 300 mètres carrés, on va vous imposer le désenfumage dans ce local. Mais en dehors de ça, vous avez déjà un désenfumage naturel. 4 ouvrants de façade de part et d'autre sur 2 façades opposées. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est mécanique, doublé, naturel, par des 4 ouvrants de façade sur 2 façades opposées. C'est la première des choses. Deuxième chose, vous avez des groupes électrogènes. Vous avez un groupe. Bon, ça reste aussi l'interprétation réglementaire. Dans la réglementation marocaine, on parle de groupe. Dans la réglementation française, on parle de groupes. Il faut 2 groupes. Dans la réglementation française, c'est bien précis. Il faut 2 groupes. Mais la réglementation marocaine, un groupe. Donc, on parle sur, voilà, on n'est pas dans le pluriel. Puisque quand il parle, la réglementation, c'est ça le problématique dans la réglementation marocaine. On parle des établissements et des groupes. On ne parle pas d'un établissement avec 2 groupes, comme la réglementation française, elle est précise. Elle vous dit, dans un IGH, il faut 2 groupes électrogènes. Dans la réglementation marocaine, on est resté dans le pluriel. Donc, voilà, pluriel, des IGH, des groupes. Donc, on ne sait pas si c'est un groupe ou 2. Donc, ça c'est la petite contrainte. Quel est le rôle de la domestique au moment d'incendie? Quel domestique? De la domestique. Je n'ai pas compris les questions. Je crois qu'elle voulait parler de la domotique. Domotique. Ah, pardon, la caméra. Voilà, exactement. Les systèmes, bon, ça peut englober tout, hein, mais même des systèmes de détection, effectivement. Il faut savoir une chose, c'est que il y en a beaucoup qui ne savent pas, c'est que dans l'IGH, vous avez un service pompier privé obligatoire. Je ne sais pas si vous le savez ou pas, c'est que vous avez un PCS. Il ne faut pas oublier que vous avez un PCS, obligation réglementaire d'avoir un PCS de 50 mètres carrés au niveau du rez-de-chaussée. Peu importe le coût du mètre carré sur la zone. Donc ça, c'est obligatoire. Donc, vous avez un PCS, un poste de sécurité obligatoire au niveau du rez-de-chaussée qui fait 50 mètres carrés. Et là aussi, on a des astuces. Donc, on crée une espèce de 25 mètres carrés au niveau du rez-de-chaussée. On crée une espèce de mezzanine ou 25 mètres carrés sur la mezzanine afin de combler les 50 mètres carrés parce qu'on est sur des fois, on est sur des zones où le mètre carré, il est hyper cher. Et le maître d'ouvrage, voilà, il ne veut pas, voilà, ou il refuse cette idée de perdre 50 mètres carrés. Mais pour la sécurité, donc on a une petite astuce, c'est ça, c'est de faire 25 mètres carrés sur 2 niveaux, ça nous fait 50 mètres carrés. Et le service sécurité incendie, c'est les pompiers privés qui sont obligatoirement intégrés dans l'IGH. Donc, ce service sécurité incendie, c'est lui qui va gérer. Bien sûr qu'il peut utiliser les domotiques, donc ça veut dire les caméras, pour la levée de doute. Ça veut dire qu'il va voir s'il y a une détection dans l'étage X et c'est équipé en termes de caméras, ben systématiquement, à la réception de la détection, il va voir systématiquement
Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui fume? Ou peut-être quelqu'un qui, sur un plateau, il fait des travaux, il a mis une perceuse, il est en train de percer quelque chose, donc il a déclenché systématiquement une détection. Donc oui, on l'utilise bien sûr. Je regarde j'ai deux questions. Oui. Une question, s'il vous plaît. Oui. Une question, s'il vous plaît. Quel est le rôle de la signalétique au niveau de la protection incendie? Ça, d'une part. Et d'autre part, au niveau des espaces de vie, comment faire le désenfumage si on a une aération artificielle, non pas naturelle, pour le désenfumage? Toute aération, climatisation, CTA, ils seront coupés par rapport au désenfumage. Dès qu'on a une détection, le désenfumage il déclenche. Je vous parle de scénario. On va prendre le scénario. Le scénario dans un IGH, ça se passe comment? Si j'ai une détection au niveau 6e étage, admettons. Le 6e étage, ça va se déclencher systématiquement l'alarme générale. Il n'y a pas de temporisation. Comme les ERP, voilà, il n'y a pas de temporisation. Systématiquement, on a l'alarme générale. Et dans l'alarme générale, on a l'arrêt des clims, l'aération, s'il y a une CTA. Donc, systématiquement, je parle central. Si on est sur un conduit central et tout ça. Donc, ça s'arrête systématiquement. On a le désenfumage qui se déclenche dans la CHC. Mais les autres niveaux, ils ne sont pas au courant. Ça veut dire que tous les niveaux supérieurs au-dessus du 6e étage, les niveaux inférieurs au-dessous du 6e étage, ils ne sont pas au courant. On a le désenfumage qui fonctionne dans le 6e étage, l'alarme générale dans le 6e étage, le non-stop ascenseur, l'ascenseur ne s'arrêtera plus dans le 6e étage. Et tous les systèmes techniques, comme ce que vous avez cité, ça s'arrête systématiquement. C'est la détection qui l'arrête systématiquement. C'est bon? Et au niveau de la signalétique, le rôle de la signalétique? En termes d'évacuation. En termes d'évacuation. Oui. La signalétique, on met des signalétiques obligatoires à l'intérieur des plateaux. Si on est sur un plateau bureau, par exemple, on met à l'intérieur des plateaux pour sortir du plateau vers le CHC. On met des signalétiques. Et après, on a bien sûr des blocs de secours qui alimentent, qui nous donnent une visibilité au cas où s'il y a catastrophe, si on a le groupe électrogène qui ne marche pas, on a une coupure électrique, ça peut arriver. On a les blocs autonomes de sécurité qui sont au-dessus de la porte. Et quand on sort, dès qu'on sort dans la CHC, la circulation horizontale commune, on a une signalétique qui nous amène vers les escaliers, systématiquement. Et il faut savoir que la réglementation impose qu'au sein des IGH, à l'intérieur des plateaux, d'avoir des ELS, qu'on appelle les ELS, équipiers locaux de sécurité, ce qu'on appelle les EPI, les équipiers de première intervention dans les ERP. Là, dans les IGH, on les appelle les ELS, équipiers locaux de sécurité. Donc, c'est des gens, c'est des gens qui travaillent, qui sont formés, qui ont la tâche d'encadrer l'évacuation au sein de leur zone, si au cas où, s'il y a une détection, une alarme générale qui se déclenche, ben, ils ont cette tâche d'évacuer ces personnes travaillant au sein de cette zone. Mais les évacue où? On l'évacue sur le N-1. On n'évacue jamais ce que je vous ai dit tout à l'heure en commençant mon intervention. On n'évacue jamais un IGH entier. On évacue les tâches sinistrées. Et si c'est au pire, c'est vraiment ça prend grave sur les tâches sinistrées, on évacue le N+1, le N-1. Ça veut dire si je reste sur mon 6e étage sinistré, j'évacuerai le 7e et j'évacuerai le 5e. Et j'évacuerai jamais les autres, puisqu'il y a une protection tellement énorme que le législateur, voilà, il a mis tellement, on a des planchers qu'au feu 2 heures, on a des murs qu'au feu 2 heures. Pour que ça arrive dans l'étage supérieur, il faut vraiment que ça passe par le premier plancher 2 heures, le deuxième plancher 2 heures. Donc, ça fera 4 heures. Donc, c'est inimaginable et c'est impossible. Même les pompiers de l'Ayoun, ils arriveront pour intervenir. Merci. Avec plaisir. Le rôle de la création des colonnes sèches et humides. Les colonnes. On a 2 principes. On a la colonne sèche et la colonne humide. On a la colonne sèche, ça va jusqu'à 50 mètres. À partir de 18 mètres, même dans les ERP, on trouve des colonnes sèches. Si vous arrivez sur votre hauteur, chaque fois j'y reviens. La hauteur, c'est le plancher, le dernier plancher accessible au public. On ne parle pas de la toiture.
la toiture, on ne rentre pas, nous, la hauteur du bâtiment. On parle de la hauteur du plancher accessible au public. Si votre hauteur du plancher accessible au public arrive à 18 mètres, systématiquement, vous êtes obligé de mettre une colonne sèche. Colonne sèche, ça veut dire, voilà, il n'y a pas d'eau. Dès que vous, donc elle est obligatoire de 18 mètres jusqu'à 50 mètres. C'est juste pour faciliter l'intervention des secours, des pompiers. Comme ça, ils ne mettent pas des tuyaux dans les escaliers pour faire monter de l'eau. Donc, on leur donne une espèce de colonne, de raccord dans les escaliers. Donc, ça monte dans les escaliers. Et après, un raccord à l'extérieur, pour qu'alimenter, pour pousser l'eau. Et après, ils montent avec des tuyaux pour intervenir. Dès qu'on arrive à 50 mètres, toujours dans le plancher bas du dernier niveau, on arrive à 50 mètres. Dès qu'on arrive à 50 mètres, on bascule de la colonne sèche à la colonne humide. Pourquoi? Parce que la pression dans l'engin, dans le camion pompier, il ne peut plus pousser au-delà. Parce qu'on a une espèce de perte de charge. Et on a beaucoup de choses qui rentrent en considération que les moteurs ne peuvent pas avoir la pression qu'il faut dès qu'on dépasse une certaine hauteur. Donc, à partir de 50 mètres, on passe dans une colonne humide. La colonne humide, c'est systématiquement, dès qu'on arrive à la colonne humide, vous avez une bâche à eau. Une bâche à eau de 120 mètres cubes, systématiquement, c'est automatique. 120 mètres cubes automatiquement qui suit la colonne humide. Et après, bien sûr, on a la bâche à eau, puisqu'on si on dépasse les 50 mètres, on est dans un IGH. Que ce soit IGH, on est rentré dans l'IGH. Et systématiquement, dans le parc de stationnement, il sera des voitures. Donc voilà, et après, c'est un calcul différent. C'est bon? Y a-t-il un rapport avec les usagers en fonds PMR? Oui. Les PMR, les personnes à mobilité réduite, puisque la CSCL est protégée déjà. Donc, on peut prendre, par exemple, comme local, comme on appelle le local de protection, donc une zone de protection, ce qu'on appelle une zone de protection. Dans l'IGH, on peut ne pas créer, comme ce que je vous ai dit la dernière fois pour l'ERP aussi, on peut ne pas créer une zone de protection. Pourquoi? Parce qu'on a le palier des escaliers. Dans le palier escalier, on est protégé. On est protégé par une gaine qui est feu, X par rapport à la hauteur et par rapport à l'activité de votre bâtiment, c'est minimum 1 heure, et vous avez une porte qui est par flamme, une demi-heure, minimum, si vous en êtes dans un ERP. Mais par contre, l'IGH, c'est plus encore renforcé. Donc, on peut faire une évacuation vers le palier escalier pour les PMR. C'est tout. Et après, bien sûr, on attend les secours. C'est qui les secours? Les secours, vous avez les pompiers privés, ce qu'on appelle les agents de sécurité incendie. C'est eux qui vont gérer tout le process de l'évacuation, de prise en charge, puisque ces gens, ils ont la formation de la prévention, ils ont une formation de l'intervention et ils ont une formation de secourisme. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent prendre en charge tout incident ou accident en attendant les secours ou faire une intervention. Et tout au long de leur présence sur le site, parce qu'ils sont là H24, 7 sur 7, ils font de la prévention, ils relèvent les anomalies, les inconformités et ils mettent des rapports afin de suivre tout élément technique qui concourt à la sécurité incendie pour le remédier par rapport à cette défaillance, afin que le jour J, on n'a pas un problème s'il arrive quoi que ce soit. Des questions? Est-ce qu'il y a des exigences concernant le rappel des ascenseurs au premier étage en cas d'incendie? Et est-ce qu'il faut prévoir des ascenseurs destinés aux pompiers, dimension charge d'équipement? Oui. Pour le premier étage, non. Ça, c'est dans la norme anglo-saxonne. Ça, c'est dans la norme anglo-saxonne, ce qui s'est passé avec Hilton. Le Hilton, le jour de la réception, voulait faire la réception. Eux, ils ont dans leur principe, c'est que voilà, les ascenseurs, il faut qu'ils descendent au rez-de-chaussée. Dès qu'il y a un accident, ils descendent au rez-de-chaussée. La réglementation française que nous, on exerce ici au Maroc, non, on part du principe, c'est que
les ascenseurs, ils ne s'arrêtent pas dans l'étage sinistré et ils fonctionnent normalement. Et les gars, les personnes qui sont en charge, les agents de sécurité incendie, ils ont la formation, si au cas où ça peut arriver, ça arrive qu'il y a des personnes qui seront bloquées dans un ascenseur, ben eux, ils ont la formation adéquate pour ce qu'on appelle, voilà, ils interviennent par rapport à la désincarcération pour désincarcérer la personne qui est restée bloquée. Bien sûr, il faut minimum 2 ascenseurs prioritaires. Parce que quand on dit ascenseur prioritaire, ça veut dire soit à travers un badge, soit à travers une clé. Ça veut dire que ces ascenseurs, s'il arrive un incident et cet incident vraiment a pris de proportions qui sont graves, on a appelé les secours, on a appelé les pompiers. Systématiquement, à l'arrivée des pompiers, les agents de sécurité incendie bloquent cet ascenseur qui est l'ascenseur prioritaire pour les pompiers. Ben, c'est le même ascenseur. Donc, il n'y a pas une dimension extra large par rapport à cet ascenseur. Non, c'est juste, on désigne, voilà, ça, c'est l'ascenseur. Si vous mettez 6 ascenseurs, ben, on va prendre 2 ascenseurs sur les 6 ascenseurs que vous avez mis. Donc, on va prendre 2. Pourquoi 2? Pour le renfort, si on a une séquence qui a pris de l'ampleur pour faire monter plus de monde, plus d'intervenants, plus de pompiers, tout ça. C'est tout. Et après, c'est des ascenseurs qui fonctionnent normalement pendant toute la durée, voilà, tous les jours normalement. Mais dès qu'il y a un incident, on les bloque systématiquement pour les pompiers. Mais les autres ascenseurs fonctionneront normalement pour les autres étages non sinistrés. Les escaliers de secours. Il n'y a pas d'escalier de secours dans les IGH. On ne parle pas d'escalier de secours dans l'IGH. Il peut y avoir un escalier de secours dans le premier étage, par exemple, si vous dépassez l'effectif autorisé, si vous dépassez, par exemple, l'effectif autorisé sur une salle ou quoi que ce soit, systématiquement, on sera obligé de créer un autre CHC. C'est ça le problème. Attention, il y a des contraintes. On ne parle pas de sortie de secours, d'escalier de secours. C'est 2 escaliers principaux. C'est comme la 4e famille, ce que je vous ai dit la dernière fois. La dernière fois, je vous ai dit, les familles, la première, la 3e, à partir de R+5, on a un escalier de secours. On parle d'escalier de secours, R+5. Mais si vous arrivez, vous dépassez les 28 mètres jusqu'à 50 pour arriver aux 4e famille, on parle d'escalier principal. 1 escalier, 2 escaliers principaux. On ne parle pas d'escalier de secours. C'est fini, secours. C'est comme l'IGH. On parle de 2 escaliers. On n'a pas d'escalier de secours. Par contre, si on dépasse un effectif et ça nécessite plus de personnes, ben là, on est obligé de créer une 2e CHC par rapport au niveau du premier étage, par exemple. Ça nécessite d'autres gains, ça nécessite beaucoup de choses. Là, on est sur une contrainte réglementaire qui est très, très, très lourde. Mais le mot secours, ça n'existe pas, ni dans la 4e famille, ni dans l'IGH. Mais par contre, dans les ERP, oui, on peut toujours parler de sortie de secours et tout ça. Mais le mot secours, juste je reviens sur ce mot, parce que quand on dit escalier de secours, mais c'est des escaliers réglementaires, puisque ça a été comptabilisé par rapport à un effectif défini. On a pris par rapport à un effectif, on a additionné le nombre d'étages, on a sorti un effectif total, et par rapport à cet effectif total, il nous a donné X escaliers. On ne peut pas dire que c'est un escalier de secours, c'est juste pour l'exploitation et l'appellation pour l'exploitation, on dit c'est un escalier de secours, parce qu'on n'exploite pas. Mais dans la réglementation, c'est des escaliers normaux, c'est des escaliers exigibles, ce qu'on a dit exigibles. Ça veut dire qu'ils étaient là, ils se sont mis donc obligatoirement par rapport à l'effectif que vous avez dans votre établissement. Donc, partie secours, c'est juste une appellation qu'on n'utilisait pas suffisamment par rapport à un escalier qu'on fait le choix. Mais les 2, ils sont exigibles. D'autres questions? D'autres questions?
Ah, Alors, il est 18h30 et bon, je ne vois pas d'autres questions. On a pas mal de participants pour l'instant. Peut-être que moi, j'ai une petite question. On a bien saisi, hein, c'est vraiment une famille à part, ces IGH. Et donc, voilà, avec cette nécessité de ne pas donc, voilà, évacuer les étages où le feu ne s'est pas déclaré. Et par contre, vous avez parlé du sprinklage pour les parties accueillant, recevant du public, les restaurants qui sont généralement au rez-de-chaussée ou au premier étage. Et donc, ce sprinklage, c'est uniquement si ils utilisent des mobiliers passés à un certain degré. Comment on fait pour savoir est-ce que ce mobilier, est-ce qu'il est résistant au feu ou est-ce qu'il aggrave la chose? Et comment est-ce que c'est un bureau d'études qui calcule ça? non, non, du tout. Non, non, c'est deux choses différentes, Cyprien. Quand on parle de l'immobilier de 400 mégajoules mètre carré, on parle des étages supérieurs parce qu'on est dans le cadre IGH. Quand on parle du restaurant ou une activité qui a fait partie intégrante de l'IGH, là, on parle de renforcer la sécurité entre cette activité qui est sur le volume de l'IGH par rapport à l'IGH, comme le restaurant. Donc, on va renforcer la sécurité pour protéger l'IGH du restaurant. On va imposer, s'il y a une communication directe, de plusieurs communications directes, donc on mettra le sprinklage pour renforcer la sécurité de protection. Mais par contre, dans les étages supérieurs, par rapport au mobilier, ça rentre dans le mobilier dans l'IGH. Ça veut dire sur les plateaux IGH, sur les niveaux supérieurs. À partir de là, on va vous imposer le 400 mégajoules mètre carré. Mais il y a un tableau réglementaire qui spécifie combien de mégajoules par rapport à tel ou tel mobilier, par rapport au bois, par rapport à tel ou tel, par rapport à une table, le dimensionnement de la table. Il y a tout sur un tableau réglementaire. Il y a tout notifié sur un tableau. Ça veut dire que les dimensions de votre table, les chaises et tout ça, ça vous donne un aperçu de mégajoules. Combien de mégajoules? Mais après, quand vous aménagez tout, vous additionnez l'ensemble, vous divisez sur la surface et vous voyez si vous arrivez à 400 mégajoules. Mais vraiment, pour arriver à 400 mégajoules, il faut mettre vraiment le gros mobilier, beaucoup. Mais vraiment, c'est énorme. 400, attention, c'est 400 mégajoules mètre carré, par mètre carré. Donc, ça veut dire si vous mettez votre plateau de 500 mètres carrés, vous multipliez 500 par 400, là, c'est énorme, c'est 20 000 mégajoules mètre carré. Il faut, pardon, le total, il faut 20 000 mégajoules pour arriver à 400 mégajoules mètre carré. Donc, c'est énorme, 20 000 mégajoules. Donc, bon, au jour d'aujourd'hui, on n'est pas arrivé encore. Mais ça peut arriver un jour. Je ne sais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'est pas arrivé à ce chiffre encore, à cette base. D'accord, bien reçu, j'ai bien compris. Merci. Donc, uniquement pour l'activité du restaurant, c'est là où ce sera plus protégé. Voilà. Ça peut être magasin, ça peut être comme le cas que j'ai eu dernièrement, salle de sport dans un bâtiment bureau. Ils ont mis des salles de sport en bas ou dessous au rez-de-chaussée. Monsieur Andem. Andem Abdelhamid, oui. Bonjour, oui. bonjour tout le monde. Bonjour, c'est Adil. Je tiens à remercier Adil tout d'abord pour cette présentation. C'est Adil que je connais personnellement puisqu'on a travaillé ensemble pour un projet à Casablanca, donc qui est juste à côté de la mosquée Hassan II. Ouais. Donc, j'ai deux questions, c'est Adil, directes. Une question concernant la citerne du groupe électrogène. Est-ce que c'est une obligation qu'elle soit située en dehors de l'emprise de l'IGH? C'est ma première question. Ma deuxième question, c'est concernant les escaliers, surtout en IGH. Vous savez, pour les architectes, pour pouvoir optimiser au niveau de l'étage courant, c'est surtout étudier le noyau. Et il y a ce qu'on fait dans d'autres pays, c'est de faire des escaliers en X. Vous savez de quoi je parle? Vas-y. Exactement. Est-ce que c'est déjà autorisé ici au Maroc ou pas encore? Parce que je n'ai pas vu de projet où on a utilisé des escaliers en X ici au Maroc. Donc, les deux questions directes. Le troisième point, bon, ce n'est pas une question, mais je voudrais quand même que nos amis architectes le sachent.
c'est la présence des équipes qui ont suivi les équipes des sapeurs-pompiers, CPP1, CPP2, l'obligation d'IELHOM pour être présent dans les tours IGH, notamment dans les PCS, parce que ça, c'est un lot que dans le coût, on ne le voit pas la construction, mais fait la gestion. Et c'est un coût qui est très, très lourd à supporter, parce que quand même, c'est des équipes qui sont présentes 24 heures sur 24. C'est en général 3 chiffres. Ça aussi, c'est si tu peux en dire 2 mots à Saad. Bon, on met les points les Andy. Merci. OK, merci. Donc, concernant la citerne, la première des choses, c'est la citerne du groupe électrogène. La citerne, on peut la voir dans le parc de stationnement, mais aucune communication avec le parc de stationnement. Ça veut dire qu'on peut créer une espèce d'accès carrément vers l'extérieur sans être en communication avec le parc de stationnement. Sinon, il n'y a pas d'autre moyen. Donc, c'est là où nous, on l'autorise. Donc, systématiquement, donc voilà, la citerne dans le parc de stationnement, mais sans communication avec le parc de stationnement. La porte, elle ne s'ouvre pas là. Mais par contre, elle s'ouvre vers l'extérieur. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on ne parle pas d'escalier de secours dans l'IGH, puisque l'IGH, on vous demande deux escaliers de 1,40 m, distancés minimum de 10 mètres jusqu'à 30 mètres. C'est tout ce que la réglementation demande. 2 escaliers. Et par contre, si on augmente l'effectif, mais systématiquement, ben voilà. Parce qu'il faut savoir aussi, la densité d'occupation dans un IGH, c'est comme dans les bureaux des ERP. C'est 1 personne par 10 mètres carrés. Ça veut dire, si vous avez un plateau de 500 mètres carrés, ça veut dire que vous avez la densité d'occupation, c'est 50 personnes, pas plus. Si vous dépassez, il y a des contraintes derrière. Des contraintes en termes de sprinklage, en termes de beaucoup de choses. Donc, il y a des compensations derrière. Donc, ça c'est ce qu'on voit sur des IGH, où il y a des espèces de centres d'appel qui se mettent sur des plateaux et on dépasse largement la densité d'occupation d'une personne par 10 mètres carrés. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, ce que vous avez parlé, le SIAP. Les SIAP, le service sécurité incendie, assistance à personne. Ils sont imposés dans les IGH et ils sont au nombre de 3. 3 en permanence H24, 7 sur 7. Ça veut dire qu'il vous faut 9 personnes. Les 9 personnes, oui, c'est hyper coûteux, mais il faut savoir que la réglementation les impose à partir du second œuvre. Dès que vous rentrez dans le second œuvre, ça veut dire dès que vous mettez les colonnes humides, dès que la colonne humide elle s'émet, donc systématiquement la réglementation vous impose d'alimenter la colonne humide et que le service minimum il soit mis en place, mais pas les 3 par shift, mais minimum 1 personne, voire 2 personnes qui sont là donc en surveillance. Pourquoi? Parce que c'est à partir de seconde heure qu'il y a tous les intervenants arrivent et se mélangent. Donc, il y a beaucoup d'intervenants en même temps. Il y en a qui soudent, il y en a qui machin. Donc, il y a des risques qui augmentent. Ça, donc ça, il y a un coût. Oui, il y a un coût par rapport à l'exploitation. Mais il y a quand même un avantage, c'est que voilà, ce que l'IGH, voilà, il est protégé. Il y a une équipe qui supervise la sécurité au sein de cet établissement, qui fait de la maintenance et l'entretien de tout le matériel qui concourent, qui réceptionne toutes les alarmes et les alertes et les incidents, et s'occupe de tous les incidents, les accidents, tout ce qui fait secourisme, ils font les interventions, donc c'est une équipe vraiment, il y a le coût, oui, mais il y a le bénéfice aussi derrière. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à vos 2 questions et la présentation des services sécurité incendie. Tout à fait, c'est Adil. Merci beaucoup. Ben, je pense que c'est bon pour cette séance d'aujourd'hui. S'il y a d'autres questions, elles pourront être envoyées par mail au Conseil régional de Tanger. On pourra faire une sorte de réponse groupée par la suite, à la fin des formations. Allez-y, Saadi. Oui. Une question là, par rapport aux paratonnerres. Paratonnerres, c'est obligatoire, oui. C'est obligatoire par rapport à protéger votre bâtiment par rapport
les intempéries. Voilà, c'est ça. Les paratonnerres, on les trouve, la réglementation les impose que dans les IGH et les entrepôts. C'est les deux cas où les paratonnerres ils sont imposés. Oui, le paratonnerre, c'est imposé dans les IGH, systématiquement. Bah, bravo, bravo à mademoiselle Chirine pour la question. Alors, donc, voilà, je pense qu'il est déjà 18h43. Et donc, voilà, vous allez trouver en commentaire dans le chat le lien vers le blog du Conseil régional de Tanger avec les vidéos. Et on compte sur Si Adil pour nous envoyer la présentation qu'on va joindre voilà, au blog. Et donc, c'est le moment de se quitter. On remercie beaucoup Si Adil. La prochain module de formation, c'est Les ERP, les ERP. Ah, d'accord, pas les unités industrielles. travailleurs. Ah, d'accord, ça va être les ERP. OK. Inch'Allah, bihawlillah. Donc, à mardi prochain, je vous dis, Si Adil. Merci encore pour vos explications. Merci pour la formation. Et au revoir et salutations à toutes les consoeurs et tous les confrères. Allez, ma salama.